L'invité de BFM TV et d'RMC ce matin, c'est effectivement Damien Abad, président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Bonjour Damien Abad. Bonjour Nicolas. Et merci d'être avec nous. Vous êtes aussi, on va beaucoup en parler, vice-président de la commission d'enquête sur le Covid-19 qui a été mise en place le 3 juin et qui va encore travailler pendant environ 6 mois. Mais vous êtes aussi un élu de l'Ain, et l'Ain, c'est pas très loin de Lyon. Alors j'imagine qu'hier soir, vous avez regardé le match de l'OL, l'élimination par le Bayern de Munich. Oui, j'ai regardé comme beaucoup de Français. J'étais déçu, bien sûr, mais surtout très fier de cette belle équipe. Cette belle équipe valeureuse, courageuse, qui a montré tout son talent et a fait un parcours européen remarquable, battre le Bayern, battre la Juventus de Turin, battre Manchester City. Voilà, c'est une équipe qui a été formée avec Jean-Michel Aulas, avec beaucoup aussi de formation de jeunes joueurs et qui mérite tout notre respect et tous nos encouragements pour l'avenir. Alors, avant-hier, c'est le PSG qui a battu Leipzig. Aussitôt, on a vu des gens sur les Champs-Élysées, des incidents, une voiture de police attaquée, 36 interpellations. Vous en dites quoi? Est-ce que c'est anecdotique? Est-ce qu'il y a toujours eu des imbéciles parmi les supporters de foot? Ou est-ce que ça révèle certaines tensions de la société? Non, ça peut pas être anecdotique. D'abord parce qu'il y a des tensions dans la société française qui sont très fortes, parce que les violences à l'égard de la police ne cessent d'augmenter dans notre pays, à l'égard de tous celles et tous ceux qui ont l'autorité de la force publique, et puis parce qu'on ne peut pas laisser ça sans sanction. Qu'est-ce que voient les Français? Ils voient des images de jeunes de bandes qui vont taper avec des coups de pied, avec des barres de fer, des voitures de police. C'est inadmissible, il faut des sanctions exemplaires. Il y a des caméras de vidéosurveillance qui doivent permettre d'agir. Il y a eu des interpellations qui ont été faites. Maintenant, l'interpellation, elle ne suffit pas. Il faut derrière une sanction et montrer tout simplement que ces actes-là ne peuvent rester impunis. Alors là, on parlait donc de quelques dizaines de supporters parisiens, mais au-delà, on a vu des tensions cet été. On a vu des tensions sur la question du masque, des violences. On a vu des tensions contre les élus, des maires qui ont été agressés. Ce sont des sujets sur lesquels vous demandez plus de fermeté? Oui, il faut plus de fermeté. Il faut arrêter la politique du « en même temps », qui consiste par exemple à libérer en plein Covid 13 000 détenus, qui consiste à ne pas rétablir les peines planchées, qui consiste à un certain laxisme pénal et judiciaire qui est malheureusement regrettable. Et il faut même aller plus loin. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il n'y a plus de respect de l'autorité. Je pense qu'une des grandes erreurs, ça a été peut-être l'abandon de notre service militaire. Moi, je souhaite qu'il y ait à nouveau un service à la nation. Un service à la nation pour que les jeunes, à un moment donné, comprennent que quand on vit dans une société, il y a des règles. Et que ces règles, on les respecte. Et que si on ne les respecte pas, on est sanctionné. Parce que on ne peut pas accepter de voir ces images-là tous les étés, ces tensions se cristalliser autour de la société française et qui font que finalement le vouloir vivre ensemble aujourd'hui, il est totalement fracturé. Alors on entend bien ce discours, vous êtes un opposant de droite, vous demandez plus de fermeté au gouvernement. En même temps, le ministre de l'Intérieur, c'est un de vos amis, Darmanin. Oui, mais vous savez, moi ce qui m'intéresse, comme beaucoup de Français, ce sont les actes. Les discours ont changé. C'est beaucoup mieux que M. Castaner, qui ne défendait même pas la police. Mais les discours ne suffisent pas. Les Français en ont assez d'entendre des discours. Vous savez, moi, je ne suis pas pour le gouvernement des bandes annonces. Je ne suis pas pour le gouvernement des cartes postales. Je suis pour un gouvernement qui agit, qui a des résultats. Non, mais là, on a un sarkozyste place Beauvau. Oui, mais la différence, c'est que Nicolas Sarkozy a eu des résultats. Aujourd'hui, la délinquance, elle continue d'augmenter. Aujourd'hui, les violences envers les personnes, elles continuent d'augmenter. Aujourd'hui, il y a 800 agressions par jour envers les personnes qui sont dépositaires de l'autorité publique. C'est ça qui n'est pas acceptable. Et donc, on jugera Gérald Darmanin, comme l'ensemble des ministres de l'Intérieur, sur les résultats. Et aujourd'hui, il y a un gouffre entre les paroles et les actes. Et c'est d'ailleurs peut-être le symbole du macronisme. Non, mais je vous écoute, mais en même temps, je me dis, c'est pas facile votre job en ce moment d'opposant de droite. Encore une fois, vous avez un Premier ministre issu de vos rangs, qui a la même culture. Vous partagez, vous, une grande partie, j'imagine, des valeurs et de la culture de Jean Castex. Vous avez à Bercy un de vos amis. Vous avez au ministère de l'Intérieur, on vient de le voir, un de vos amis. Comment on arrive à s'opposer? Vous savez, on a aussi dans ce gouvernement des gens qui viennent de la gauche. On a aussi une majorité parlementaire qui vient de la gauche. Et on a aussi des femmes et des hommes qui ont pris des positions qui sont diamétralement opposées aux nôtres. On parlait tout à l'heure de la question de la sécurité. Par exemple, le rétablissement des peines planchées. Vous avez aujourd'hui la moitié des membres du gouvernement qui est opposée à cette mesure-là. On parlait... Dans le garde des Sceaux peut-être, je ne sais pas. En tout cas, il faudra lui poser la question. Même chose sur la question écologique, qui est une question centrale. Moi, je me refuse d'abandonner l'écologie à la gauche de la gauche. Quand je vois qu'il y a des maires qui refusent, par exemple, la venue du Tour de France, quand je vois qu'il y en a qui montent les Français les uns contre les autres, en considérant que tous les chasseurs en France sont, par exemple, des gens qui ne respecteraient pas l'état de droit. Ça existe aussi dans le gouvernement français. Il y a des positions qui ont été prises dans ce sens-là. Donc, vous savez, aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a une politique du en même temps.
Moi, je veux une politique de droite, assumée, responsable, courageuse, parce que en même temps, il conduit malheureusement à l'inaction et à l'immobilisme. Je fais une parenthèse sur les réseaux sociaux. Vous avez annoncé que vous seriez avec nous ce matin et je regardais les réactions. Alors, ça vaut ce que ça vaut, hein, les réactions sur les réseaux sociaux, mais elles étaient unanimes. Vos supporters vous disaient en gros, muscle ton jeu, sois plus à droite. Non mais ça, vous savez, moi je me méfie beaucoup des réseaux sociaux qui sont très importants parce que c'est un moment d'humeur, de communication et autres, etc. Après, je sais très bien comment ça marche, notamment sur un certain réseau social. Il ne s'agit pas de muscler ou de durcir. Moi, j'ai une constance. Toujours la même chose. C'est que je pense qu'à un moment donné, quand on a des convictions, quand on a des valeurs, on les défend. Et on n'échange pas au gré du temps. Il ne s'agit pas de durcir pour durcir. Il s'agit simplement de dire aujourd'hui, il y a effectivement des tensions. Aujourd'hui, il y a des choses qui ne vont pas. Il y a une fracture dans la société française. Et que la réponse du gouvernement, pour le moment, elle est trop timide. Alors, quand on est en France et qu'on a des valeurs, comme vous venez de le dire, on sait que si on veut un jour pouvoir les défendre, ça passera par l'élection présidentielle centrale dans notre vie politique. Qui va défendre vos valeurs et vos positions ? D'abord, il est temps de se mettre en marche, là, c'est bientôt, les échéances approchent. Peut-être en mouvement, c'est mieux. Ouais. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que l'élection présidentielle, elle est centrale. Et que la droite sort d'un traumatisme politique majeur qui était de ne pas être, pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, qualifiée au second tour de cette élection présidentielle. Et que, parallèlement à ça, nous avons su reconstruire maille après maille. D'abord avec un groupe à l'Assemblée nationale que j'ai l'honneur de présider, de 104 députés qui ferraillent matin, midi et soir, avec une majorité au Sénat, avec des élus locaux. Donc maintenant, il faut effectivement qu'il y ait une incarnation politique pour une femme ou un homme qui puisse porter nos couleurs. Moi, ce que je souhaite, c'est que la droite est un candidat à l'élection présidentielle. C'est central. Ah bah ça, il y en aura un candidat. Il faut savoir qui. Vous savez, ma question, c'est pas est-ce que vous aurez candidat, c'est qui. Mais aujourd'hui, qui, c'est trop tôt. D'abord parce que certains n'ont pas encore affirmé leurs intentions, parce qu'ensuite le processus de sélection n'est pas arrêté, parce que je rappelle qu'Emmanuel Macron, il est arrivé dans les derniers mois, et que tout ceci va se cristalliser à l'été 2021, et qu'ensuite on va avoir une rentrée politique très importante. Et je ne voudrais pas que la droite soit décalée ou déconnectée par rapport à la crise économique, sociale et politique qu'il y a dans notre pays en regardant uniquement son nombril. C'est un enjeu important, bien sûr, cette élection présidentielle, mais l'enjeu pour nous, c'est la rentrée politique, c'est la rentrée économique, c'est les plans sociaux qui vont arriver, c'est gérer la question du pouvoir d'achat, du chômage et de la sécurité au quotidien pour les Français. Donc il faut s'occuper de tout ça, mais aussi de vous trouver un champion. Vous venez de dire, certains n'ont pas encore fait part de leurs intentions. Ça, c'était François Baroin. Mais pas seulement, mais bien sûr. Non, mais celui dont on attend la décision, c'est lui ou non qui va dire j'y vais pas, quoi. C'est à lui. De toute façon, c'est une décision, vous savez, qui est tellement personnelle, qui engage tellement une femme ou un homme quand elle y va, et qui a une relation particulière avec le peuple français. Que oui, bien sûr, c'est sa décision, c'est son calendrier. Il faut le respecter. J'entends certains qui disent oui, mais peut-être il attend trop. Vous savez, chacun a son calendrier. J'ai lu aussi cet été avec intérêt l'interview de Xavier Bertrand, qui a rappelé qu'il était de droite, qu'il avait des convictions politiques fortes, qu'il y a des résultats très importants en région Hauts-de-France. Donc vous voyez, on a un personnel politique de qualité. Maintenant, il n'en faudra qu'un. Un, c'est ni 0, ni 2. Il en faudra un et surtout, il faudra gagner. Et si François Baroin vous demande votre avis, vous lui dites quoi ? Vas-y. Ah ben, moi, je savais, nous, on est des républicains. Et donc, bien sûr qu'on a envie que, dans notre famille politique, les gens de talent puissent porter ce message politique-là. Mais vous savez, moi, je n'ai pas à dire à François Baroin ce qu'il doit faire. C'est à lui de prendre ses responsabilités. Ce que je peux lui dire simplement à François Baroin, comme à Xavier Bertrand ou comme à d'autres, c'est que le groupe parlementaire, il est là. Et c'est un socle solide. Et il a montré, lors de la réforme des retraites, lors du plan de déconfinement, lors de la stratégie sanitaire, lors de la question, par exemple, de la crise du Covid, eh bien, il a montré tout simplement qu'on pouvait compter sur lui. Oui, mais vous ne m'avez pas répondu. S'il faut choisir à un moment, si François Baroin y va, le groupe parlementaire le suivra forcément. Non, mais le groupe parlementaire, chacun est libre et il y aura des prises de position. Ce qui est sûr, c'est que si François Baroin y va, certains parlementaires le soutiendront, je n'ai aucun doute là-dessus. Mais encore une fois, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. C'est à François Baroin de construire cela. C'est ensuite, le rôle de notre parti politique, c'est quoi ? C'est d'abord d'être prêt sur les idées. On parle beaucoup de primaire. Moi, je veux d'abord la primaire des idées. Je veux qu'on parle des convictions, des idées. On parlait tout à l'heure de l'écologie. C'est un sujet central. La droite ne peut pas être absente de ce sujet-là. Et ensuite, viendra le temps des femmes et des hommes, de l'incarnation. Et là, le rôle du parti est de trouver un processus de sélection qui rassemble tout le monde. Alors, on en vient à cette commission d'enquête sur le Covid-19. Elle a travaillé déjà beaucoup. Elle s'est interrompue pour l'été. Elle va reprendre bientôt. Vous avez encore 6 mois de travail devant vous. Quel bilan vous tirez de ces premières auditions ? Le bilan que le gouvernement n'a pas été à la hauteur. La réalité, c'est que sur les masques, sur les tests, sur l'anticipation, il y a eu un défaut d'anticipation majeur. Je vous prends juste 2 exemples. Premier exemple, c'est on a constaté avec Éric Ciotti
qu'il y a eu, pour les personnes de plus de 75 ans, paradoxalement, en plein Covid, il y a eu moins de personnes de plus de 75 ans en réanimation pendant le Covid qu'avant le Covid. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on doit s'interroger sur pourquoi les portes et les réanimations ont, à un moment donné, été fermées à des personnes dites plus âgées. Ensuite, la deuxième chose qu'on a constatée... C'est assez grave ce que vous dites là. Oui, mais... Vous pensez qu'à un moment, pendant la crise, les plus âgés n'ont pas eu le droit à la réanimation ? Écoutez, il y a des chiffres qui montrent en tout cas, et on le voit très clairement, notamment en Île-de-France et dans les régions les plus touchées, que le pourcentage, le taux de personnes âgées de plus de 75 ans est moins important pendant le Covid qu'avant le Covid. Donc il faudra des explications. Je ne dis pas que c'est une doctrine choisie et délibérée par le gouvernement. Je dis qu'à un moment donné, quand vous avez un système de saturation dans le système hospitalier, quand vous avez des urgences qui sont engorgées, quand vous avez une crise sanitaire majeure, forcément ça a eu des conséquences dramatiques. Et la deuxième chose qu'on nous a constatée, c'est bien sûr cette tragicomédie sur les masques, d'ailleurs qui continue encore aujourd'hui. Moi j'ai le souvenir du ministre de la Santé, j'ai le souvenir du directeur général de la Santé qui venait sur vos plateaux de télévision et qui disait le masque n'est pas utile pour la population française. Dès le début, nous, chez les Républicains, nous avons dit le port du masque pour le grand public, il est nécessaire. Ça suffit pas d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, on polarise tout sur le masque. Et on oublie du coup le reste. Tout le monde a pu se tromper. Moi, j'ai le souvenir aussi de Christian Estrosi, votre ami, qui venait sur les plateaux dire la chloroquine, ça sauve tout le monde, ça m'a sauvé, ça sauvera tout le monde. Nicolas Poincaré. Se tromper, oui. Se tromper délibérément et volontairement, non. Ça s'appelle un mensonge d'État. Alors, quelles conséquences, justement ? Qu'est-ce que peut conclure votre commission d'enquête si elle arrive à la conclusion que vous venez d'évoquer, qu'il y a eu mensonge ? Est-ce qu'il faudra qu'il y ait des poursuites ? On n'est pas là, nous, pour poursuivre pénalement telle ou telle personne. C'est pas le rôle de la commission d'enquête. Ça, il y a des tribunaux, il y a Cour de justice de la République. Notre rôle à nous, c'est d'éclairer les Français pour que demain, si on parle beaucoup de deuxième vague ou de recrudescence de l'épidémie, on la constate malheureusement aujourd'hui, on soit davantage armés. La vérité, c'est qu'il y a un désarmement sanitaire. Donc, qu'est-ce qu'il faut ? D'abord, il faut des masques en quantité nombreuse et pas simplement des masques qui viennent de Chine. Ensuite, il faut que ce port du masque, il soit simple. Moi, c'est la grande confusion. Aujourd'hui, vous allez sur un trottoir d'une rue, le port du masque est obligatoire à Paris, et vous traversez, vous changez d'arrondissement, le port du masque n'est plus obligatoire. Qui peut comprendre ça ? Alors, moi, c'est en train de changer. Vous avez vu, Toulouse, Nice, Cannes, toutes ces grandes villes ont décidé ces grandes villes dirigées par des maires de votre parti ont décidé de généraliser le masque. Oui, mais moi, je demande à ce que le gouvernement prenne ses responsabilités et qu'il mette sur la table 3 protocoles très concrets. Un protocole sur les écoles, parce que le protocole du mois de juillet est dépassé. Un protocole ensuite sur les entreprises, il y a eu des discussions qui ont été entamées parce que là aussi il y a des clusters importants, et surtout un protocole dans l'espace public, parce que aujourd'hui plus personne n'y comprend rien. Il faut de la clarté, de la cohérence, de la constance et de la clairvoyance. Alors reprenons les 3. Dans l'espace public, vous êtes pour le port du masque partout, tout le temps ? Non, moi je suis pour le port du masque, on l'a toujours dit, dans les espaces clos, bien sûr dans tout ce qui concerne par exemple les supermarchés, les transports en commun et autres. À l'extérieur, quand vous êtes, il faut être concret, pragmatique, de bon sens. Quand vous êtes tout seul dans un bureau, vous n'avez pas besoin de porter le masque. Quand vous êtes à l'extérieur dans la rue et que vous n'êtes pas en contact direct avec d'autres personnes, vous n'avez pas besoin de porter le masque. Sauf qu'à Toulouse, à Nice, à Cannes, on va être obligé. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, il y a un afflux de population. Pourquoi à Toulouse, par exemple ? Parce que Jean-Luc Moudenc le dit à juste titre, il y a une rentrée universitaire, c'est une ville étudiante très importante, et donc on sait qu'il y aura des rassemblements, on sait que par exemple dans les cafés, dans les bars, il y a des mesures de prévention. Je le dis aussi, le port du masque en soi n'est pas suffisant. On oublie aujourd'hui la question du lavage des mains, la question du gel hydroalcoolique qui est centrale, la question de la distanciation physique également. Ce sont toutes ces mesures-là qui font que personne ne veut d'un reconfinement. Personne. Ni les Français, ni l'économie française ne pourra s'en relever. Et donc c'est très important qu'on soit vigilant. Bien sûr que c'est difficile, et je le comprends aisément. Mais aujourd'hui, il y a une responsabilité de tout le monde. Alors, soyons concrets sur l'école, puisque vous dites qu'il faut un protocole sur l'école. Il y en a eu un le 20 juillet qui, effectivement, assouplissait toutes les règles. Il disait quand on peut faire de la distanciation, quand on peut mettre le masque, quand on peut séparer les enfants, tant mieux. Mais quand on peut pas, la priorité, c'est la rentrée. C'était la philosophie générale de ce protocole. Vous le contestez ? Je demande à ce qu'on ait un protocole à l'allemande. C'est-à-dire déjà qu'on ait des prises de température plus importantes dans les écoles, qu'ensuite le port du masque soit obligatoire pour les enseignants, pour le personnel scolaire également. Aujourd'hui, par exemple, pour les maternelles, c'est plus forcément le cas. Ensuite, il faut éviter ce qu'on appelle les brassages, c'est-à-dire les moments de brassage ou qui n'empêchent la distanciation en tant que telle. Pourquoi je veux ça ? Parce que moi, je veux la rentrée scolaire. Il est aujourd'hui, et je souhaite que tout le monde soit dans ce sens-là.
Cette rentrée, elle est nécessaire, elle est indispensable. On ne peut pas se permettre dans notre pays aujourd'hui de repousser la rentrée scolaire, de faire en sorte que les enfants n'iraient pas à l'école à la rentrée parce qu'il y aurait trop de clusters. Donc il faut des mesures de prévention, et donc il faut de la distanciation, il faut des gestes barrières, et il faut de la protection par les masques. Alors, protection par les masques, lorsqu'ils deviennent obligatoires, ils le seront bientôt dans les entreprises, ils le sont déjà dans des grandes villes. Est-ce que s'ils sont obligatoires, alors est-ce qu'ils ne doivent pas être gratuits? Non, je ne crois pas. Moi, nous avons fait une proposition très concrète, c'est de mettre la TVA à 0 sur les masques. Pourquoi? Pour baisser massivement les prix sur les masques. Il faut baisser massivement les prix. Pourquoi je veux pas que ce soit gratuit? Parce que je sais comment ça va se passer si on a des masques gratuits. Plus personne ne va faire attention à rien. Et tout à l'heure, je vous ai parlé d'écologie. Moi, j'ai pas envie de retrouver des masques par terre, partout dans les poubelles, partout dans les rues de France. Je veux qu'on ait une responsabilité. Et donc, que le coût du masque soit faible pour que tout le monde ait accès, qu'on soutienne les familles défavorisées peut-être dans l'accès au masque en donnant, ce que font d'ailleurs beaucoup de collectivités, beaucoup d'entreprises déjà, oui aussi. Mais la gratuité du masque, moi, je ne suis pas favorable. Je pense que c'est une mesure démagogique et c'est une mesure qui finalement aura des conséquences écologiques néfastes. Votre commission d'enquête donc reprend bientôt son travail. L'audition qu'on attend le plus, c'est celle du ministre de la Santé, Olivier Véran. Ça va venir vite? Oui, je l'espère. On voulait l'auditionner déjà à la fin du mois de juillet. Les choses n'ont pas pu se faire. Mais dès la rentrée, ça se fera. Pourquoi? Parce que M. Véran fait partie de celles et ceux qui ont affirmé que le masque était inutile. Parce qu'on doit comprendre. Il ne s'agit pas de mettre en accusation telle ou telle personne. Je sais que son travail est difficile. Mais simplement, on a besoin de comprendre. Il y a eu aujourd'hui, en France, et c'est quelque chose de dramatique, il y a eu aujourd'hui des défaillances majeures sur les masques, mais aussi sur les tests. On n'a pas massifié les tests, là où d'autres pays l'ont fait. Et donc, malheureusement, on a eu des résultats qui ne sont pas bons. Il a participé, Olivier Véran, à ce que vous appelez le mensonge, le grand mensonge d'État? Mais vous savez, moi je le redis, sur les masques, quand on ment délibérément en français, ça s'appelle un mensonge d'État. On l'a fait pourquoi? Parce qu'il y avait une pénurie de masques. Et donc, plutôt que de dire la vérité aux Français, les masques, c'est utile, mais comme on n'en a pas assez, il faut d'abord les donner aux soignants. Tout le monde aurait compris cela. Plutôt que de dire non, c'est pas utile. Comment voulez-vous que les Français vous croient ensuite en disant mais maintenant il faut les mettre partout, à tout moment, etc. Non, je pense qu'il faut de la clarté, il faut de la constance. C'est ce qui permet, vous voyez, regardez, d'autres pays ont réussi à le faire. Je dis pas que tout a été mal fait, mais sur cette question-là, il y a eu un grand cafouillage et ce cafouillage, il continue aujourd'hui. Merci beaucoup, Damien Abad, président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, invité d'RMC et de BFM TV ce matin.